Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Jean-Marie Ayt, universitaire, écrivain, pour nous apporter son regard académique sur les questions de l'heure en lien avec les thématiques que nous traitons dans le cadre de votre émission Europe-Afrique sur Média TV. Jean-Marie Ayt est membre de l'Observatoire d'études géopolitiques en France, membre du Centre d'études de prospective stratégique et président d'honneur de la Conférence des organisations internationales non gouvernementales du Conseil de l'Europe. Professeur Ayt, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous êtes l'auteur d'un ouvrage que vous avez présenté récemment qui s'appelle Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition. Alors, avant de vous demander vraiment quel regard vous portez sur l'évolution du Maroc, puisque ce sera un peu le thème de l'émission, quelles sont les circonstances inspiratrices de votre livre ? Alors je crois que effectivement tout pourrait surprendre par rapport à mon cursus et les activités, et pourtant il y a un lien étroit puisque, comme vous l'avez dit, j'ai eu la responsabilité de différentes présidences ces dernières années, parmi lesquelles la présidence du Centre Nord-Sud. Le Centre Nord-Sud est un traité partiel du Conseil de l'Europe qui réunit un petit nombre, 23 États membres quand même, et ces 23 États membres ont une activité sur l'ensemble du périmètre méditerranéen. Et la particularité, c'est que ce centre Nord-Sud est ouvert aux pays méditerranéens du continent africain. Ce qui fait que en tant que président, je me suis beaucoup plus intéressé sur la partie géographique qui était l'ensemble du pourtour méditerranéen et qui ont inspiré les bases de vouloir se dire en 20 ans de règne au Maroc, que s'est-il passé ? Y a-t-il des choses à souligner en tant que regard extérieur, puisque je n'habite ni au Maroc et je n'y suis pas né, et j'en suis évidemment très, très proche en pensée, mais néanmoins suisse. Et finalement, alors dans cette démarche d'écriture, est-ce que vous étiez plus comme un observateur, un touriste, un académicien Alors, un touriste au terme littéraire peut-être du terme, mais pas un touriste en termes de villégiature. Je veux dire que, comme j'ai pu le dire à plusieurs occasions, avant cela, je n'avais pas eu l'occasion de prendre le temps d'aller en vacances au Maroc, par exemple. Donc, ce qui fait que j'ai pris en compte tout ce que j'ai pu trouver sur les réalisations. J'ai été vérifié et croiser les informations pour être sûr de ne prendre et de n'écrire que des informations dont j'avais la certitude pour avoir le maximum d'objectivité que l'on peut avoir dans un cas comme cela. Et donc je l'ai croisé avec une pratique que forcément on a lorsque on manie et l'enseignement et la recherche au niveau académique, et donc c'est un peu un croisement de cela. Alors dans cet ouvrage, vous faites une comparaison a priori improbable entre le Maroc et la Suisse. Est-ce qu'ils sont vraiment comparables et si oui, à quel niveau ? Alors, évidemment incomparable, puisque lorsque on dresse un tableau purement arbitraire, qu'il s'agisse de nombre de populations, de superficie, etc., rien n'est comparable. Pourtant, lorsque j'avais envie de me dire, il doit bien y avoir quelque chose que je percevais, mais que je ne pouvais pas décrypter à ce moment-là, dans la démarche. Et en sachant aussi que ces deux zones géographiques, avec l'histoire, ont évolué différemment à des temps bien différents. Puisque vous savez qu'en Suisse, le principe du Suisse souverain, citoyen souverain, remonte à plus de 700 ans dans le fait que les princes allemands et la famille des Habsbourg ont libéré et confié, j'ai envie de dire, la destinée de la population. Ça a généré à ce moment-là une forte envie de prendre en compte, de prendre en considération son territoire et en faire quelque chose ensemble. Et
lorsque je le compare à la démarche que j'ai pu observer à travers les positions, à travers les écrits de Sa Majesté le Roi, il y a cette volonté d'unité nationale, de travailler sur l'unité nationale et de construire quelque chose pour s'approprier. Alors, c'est dans un rythme, je le rappelle, différent, mais c'est avec des finalités qui me semblaient proches. Donc ça, c'était un élément qui fait qu'on regarde, on a une vision du monde, la fameuse Weltanschauung des philosophes allemands, qui est différente que ce qu'on peut trouver, que ce soit en France, en Belgique ou dans d'autres régions, on va dire francophones pour simplifier la chose, mais voilà. Une grande différence pourtant, ou même quasi une opposition, c'est que la Suisse n'a jamais adhéré à l'Union européenne, alors que précisément maintenant, sous la houlette de Sa Majesté au Maroc, il a réintégré l'Union africaine. Tout à fait. Alors ça, effectivement, c'est une différence dans la démarche, mais je pense qu'il a été aussi cultivé par l'histoire de la Suisse. Cette indépendance qu'elle a voulu et qu'elle a pu se permettre à ce moment-là de l'histoire. On ne sait pas si à terme, elle pourra toujours se permettre ce luxe, mais en tout cas, elle peut encore se le permettre aujourd'hui, même s'il y a énormément d'accords bilatéraux qui existent. Dans le cas du Maroc, je pense qu'il s'agisse du rapprochement voulu par Sa Majesté et déjà antérieurement par feu son père, de se rapprocher de l'Union européenne et par Sa Majesté réintégrer l'Union africaine aujourd'hui, s'inscrit aussi dans cette évolution typiquement marocaine, qui n'était peut-être pas envisageable il y a quelques années ou l'année précédente où le Maroc était et n'était plus dans l'Union africaine. Aujourd'hui, le retour est un retour qui s'inscrit pleinement dans une démarche ascensionnelle et qui est compréhensible. Donc, en fait, effectivement, là, on observe deux attitudes différentes, mais liées encore une fois à des situations qui sont propres, mais ce n'est pas tellement cela qui construit l'esprit suisse ou l'esprit marocain, c'est ce qu'il y a derrière dans la volonté de permettre à une unité d'un peuple de se retrouver, d'avoir des points communs convergents que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres populations, d'autres pays européens. Puisque vous êtes suisse et que vous parliez d'accords bilatéraux, dites-moi un peu si la Suisse a beaucoup d'accords bilatéraux avec de nombreux pays d'Afrique. Est-ce que par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre, la France ou même la Belgique, est-ce qu'il y en a plus, il y en a moins? Alors, quantitativement, je ne m'aventurerai pas dans un chiffrage dont je ne suis pas certain de ne pas tromper, mais ce qui est certain, c'est que dans la démarche suisse, ce sont des accords qui sont passés de soutien et d'accompagnement, qui n'ont pas tout à fait la même envergure qu'un accord classique bilatéral, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que les accords bilatéraux qui sont passés par bon nombre de pays, pas seulement européens, mondiaux, ont toujours des contreparties. Ce qui différencie d'ailleurs les accords bilatéraux que le Maroc a passés avec les pays africains, où Sa Majesté a décidé qu'il n'y aurait pas de contrepartie. C'est quand même, dans la démarche suisse, ce sont plus des accompagnements, des aides, des soutiens qui sont faits à différents pays, dont le Maroc d'ailleurs, sur des thématiques précises, qui s'apparentent très fortement à des accords bilatéraux, mais qui n'ont pas la même construction en tant que telle. Après, en nombre, comme dit, je ne pourrais pas dire s'il y a plus ou moins, mais les liens sont importants. Ce sont plutôt des partenariats. On peut les appeler des partenariats, même s'ils n'ont pas cet intitulé, quoi. Dans votre livre, toujours, vous parlez des actions et des ambitions du roi au Maroc. Ça a l'air même de vous avoir fasciné. Donc, je dirais, qu'est-ce qui a le plus suscité votre admiration ? Alors, plusieurs choses. Et permettez-moi peut-être juste avant, si j'ai appelé le titre du livre, j'ai utilisé le mot « vision », c'était pour moi quelque chose d'important pour le distinguer de l'ambition. Même si, après, dans le langage, notamment en langue française, on a tendance à utiliser presque comme des synonymes qui n'en sont pas. Mais pour moi, c'était important de le marquer parce que je crois qu'une place qu'occupe Sa Majesté peut se permettre d'avoir une vision liée à une durée
qui est défini avec la vie en tant que telle, qui va se démarquer avec l'ambition d'un chef d'État ou d'un chef de gouvernement dans un mandat bien précis, qui va se déterminer aussi pour un gouvernement, qu'il s'agisse des gouvernements que l'on connaît en Europe, sur cette durée, mais en même temps sur la mise en œuvre de quelque chose à partir d'un programme, à partir d'objectifs précis. Alors que dans la démarche de visionnaire que l'on peut attribuer à Sa Majesté, ou qu'on peut se permettre d'attribuer à Sa Majesté, c'est simplement que, enfin simplement, je le minimise en disant simplement, je retire le mot simplement, c'est en fait que c'est une impulsion forte qui fait qu'après, un gouvernement mettra en œuvre les éléments, mais qui part de l'humain. Et j'ai fait ce détour, que vous m'avez permis, pour dire que parmi les points qui m'ont fasciné, c'est l'approche humaine en tant que telle. L'approche humaine, d'ailleurs, où je commence dans le livre à parler de la place de la femme, de la place de l'enfant, de la dimension éducative, parce que ce sont des éléments qui me sont foncièrement importants pour le devenir d'une population. Et cette approche-là, moi, c'est celle qui m'a intéressé en premier et que j'ai creusé parce que on connaît peu de pays au monde qui, par exemple, sur le plan humain, aient mis en place l'IER qui a été voulu par Sa Majesté dès le début de son règne et qui fait que un État se permet de dire, bon, il y a eu des faits, il y a eu des exactions, il y a eu des disparitions. Faisons le point, créons une commission, une instance qui va permettre d'étudier cela, qui va permettre de mettre au jour. Il n'y a que 2 pays dans le monde qui l'ont fait. Et c'est des situations qu'on a connues dans plein d'autres pays. Et je crois que ce côté profondément humain, c'est celui qui m'a marqué en premier. Et se découle après, tout à fait naturellement, d'autres thématiques. Mais pour moi, c'est pratiquement la racine de l'intérêt que j'ai porté sur ce regard d'aujourd'hui. Nous allons faire une petite pause. Et nous allons nous retrouver après cette interruption. Nous reprenons le cours de notre émission avec le professeur Jean-Marie Eid. Alors, professeur, vous êtes chercheur associé au Centre d'études des migrations à l'université Mohamed Ier à Oujda. Sur quoi travaillez-vous précisément là-bas ? Alors, je crois que l'essentiel du travail, c'est un échange de pratiques et de bonnes pratiques. On sort un peu du contexte classique du laboratoire. Lorsque je travaille à l'Université de Haute-Alsace, près de Strasbourg, dans le cadre du laboratoire, nous travaillons pas sous ces thématiques-là, mais nous travaillons de façon plus classique, plus académique en laboratoire. Avec Oujda, c'est beaucoup plus un échange de pratiques sur ce que se fait, ce qui se met en œuvre dans le cadre des migrations en général et ce que le Maroc produit également de son côté. Et donc, c'est l'analyse de ces bonnes pratiques et les effets produits par ces bonnes pratiques, voire les difficultés telles que l'on connaît. Et la démarche est quand même très différente quand on regarde ce qui est proposé aujourd'hui à travers la législation marocaine et ce que bon nombre de pays européens proposent. Mais là encore, le contexte est différent. Et la politique de migration du Maroc a été saluée par les Nations Unies. C'est qu'elle est quand même assez exemplaire. Tout à fait, vous avez raison. Les Nations Unies n'ont pas manqué de souligner, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, ce côté humain de la migration qui se démarque profondément de ce côté quantitatif et qui génère les peurs que l'on connaît en Europe, où en fait la migration est pensée dans un programme politique souvent de minimisation, voire de défense en tant que tel, alors que la conception même du travail qui est mis en place dans le cadre des migrations au Maroc, avec l'ensemble des pays d'où viennent les migrants du continent africain, est une démarche où la prise en compte de l'humain est essentielle. Et on le reçoit dans, par exemple, la question des études, la question du travail, où tout est fait pour que celui qui vient puisse trouver place et s'intégrer dans la société en tant que telle. Donc là, on a une démarche qui n'est pas opposée, mais qui est fondamentalement différente. En tant que sociopédagogue, vous dites que le Maroc a tellement progressé et s'est métamorphosé au point que
finalement, il pourrait apporter son expérience à l'Europe. Alors, dans quel domaine ? Alors, le domaine qu'on vient d'évoquer, la prise en compte de l'humain à travers la question des migrations, pourrait effectivement contribuer à changer le registre de pensée que l'on a dans nos pays européens. Ça, c'est clair. Après, je pense que dans la façon d'appréhender le devenir immédiat, aujourd'hui, vous parlez d'Hexagone tout à l'heure, la question des retraites est au cœur des débats, mais en fait, au-delà de la question de la retraite, c'est la question de l'évolution des tranches d'âge de la population, bien au-delà. Intergénérationnel. Voilà. Et cette question générationnelle est une problématique très importante pour tous les pays européens, pas seulement évidemment pour, là on se préoccupe à juste titre des retraites, mais quand on voit qu'on a une population jeune sur le continent africain dans son ensemble, et notamment au Maroc, quand on voit les 65 ans et plus qui arrivent sur le marché des tranches d'âge, si j'ose l'appeler ainsi, l'Europe aurait lieu de se préoccuper plus fortement. Elle s'en préoccupe, mais sans aucun lien avec l'enjeu du glissement des populations. Si on prenait en compte ces deux facteurs, le facteur migratoire et le facteur démographique, et qu'on travaillait entre des pays comme le Maroc et des pays européens, on arriverait à progresser. Or là, on est dans une relation qui est malheureusement encore une relation où le savoir aurait tendance, je vais être dur dans mes mots, mais à passer que dans un sens. Et je trouve qu'on aurait tout à gagner à ce que ce savoir soit véritablement partagé. C'est un peu l'objet de ma question suivante. J'ai les relations avec l'Europe. Le Maroc plaide pour des rapports d'égal à égal. Et d'ailleurs, le dernier conseil d'association entre les deux parties a consacré dans les textes cette orientation. Alors, comment concevez-vous une meilleure relation entre l'Union européenne et le Maroc ? Alors, je crois que beaucoup de pas ont été faits, mais ils ne sont pas forcément visibles. Si je ne prends que les avancées en dehors des plus visibles, ceux de l'Union européenne, qui se produisent dans les 47 États membres du Conseil de l'Europe, l'avancée a commencé très tôt. En 2011, lorsque l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a invité les parlementaires marocains à venir et à siéger comme partenaires de l'Assemblée parlementaire, c'était un pas considérable qui ne s'est pas entendu dans les médias, mais qui a permis qu'au niveau législation se mette en place une relation de travail, une relation de connaissance véritablement constructive et qui a permis à ce que le Maroc ait modifié sa législation telle qu'elle l'a fait jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, a permis aussi aux parlementaires des pays membres, des États membres du Conseil de l'Europe, d'avoir un autre regard sur le Maroc qui n'est plus simplement un pays de villégiature ou de bonheur par son soleil, ses plages et tout ce que l'on connaît, mais un pays où on a enclenché un processus positif, ascensionnel, qui fait qu'on arrive maintenant à construire ensemble. Donc, je prends cet exemple du Conseil de l'Europe. On va retrouver sur de nombreuses thématiques, et ce n'est pas pour rien qu'à l'époque d'un précédent président français, le Maroc a eu ce rapprochement plus significatif avec l'Union européenne, parce qu'on a pris en compte ces éléments. Donc, le processus est en marche, sans aucune mesure avec d'autres intitulés, mais il est véritablement en mesure d'aller plus loin, mais je pense qu'il faut passer à la vitesse supérieure. On a un beau véhicule qui a un moteur sous le capot, mais pour lequel on ne donne pas les démultiplications correctes de la boîte de vitesse pour aller. Je ne suis pas mécanicien, mais c'est une image qui, moi, me parle beaucoup, quoi. Donc, voilà. Alors, si vous permettez, parce que en termes d'exemple, je prends l'exemple, alors c'est peut-être une question que vous vouliez me poser, mais en matière d'environnement. L'exemple solaire du Maroc et le développement tel que je le décris dans le livre est quelque chose dont l'Europe pourrait s'inspirer largement, au-delà des débats politiques. Donc c'est un des exemples parmi d'autres qui sortent de l'humain, mais qui reviennent à l'humain pour finir, et qui permettent de dire que toutes ces infrastructures nouvelles qui existent, ce sont autant d'exemples pour dire c'est possible. Quel pays européen peut prétendre aujourd'hui développer
quelque chose d'analogue à Tanger-Med, par exemple, aussi grand qu'est Tanger-Med, en si peu de temps, il faut oser le faire. Le Maroc a osé. Ça signifie bien qu'il est passé à une vitesse supérieure, mais il faut que tous les pays, d'un commun accord, européens et marocains, passent ensemble à cette vitesse. Est-ce que vous ne pensez pas que le Maroc va finalement, dans les faits, plutôt faire école, en fonction de toutes ses capacités de développement, vers plutôt les autres pays d'Afrique et via une coopération sud-sud? Je pense que oui, et c'est pour ça que j'utilise assez souvent la notion de pont, parce que je pense que c'est une place privilégiée qu'a le Maroc d'être véritablement un pont entre les pays du continent africain, donc vers le sud, son regard sud, et avec les pays européens, son regard nord. Et cette articulation entre le nord et le sud me paraît représenter une richesse à la portée de main du Maroc qui l'utilise aussi, mais en répercussion aussi bien au nord et au sud. Donc faire école, oui, très certainement. Ouais. Alors il y a un aspect qui est intéressant à relever aussi dans les relations avec l'Afrique, c'est la dimension religieuse. Le Maroc entretient des relations spirituelles et forme d'ailleurs aussi des imams, un islam modéré. Sa Majesté le Roi a d'ailleurs créé une fondation des oulémas africains. Quel est le rôle du volet spirituel dans la stabilité et la sécurité dans le continent africain? Alors, moi, je crois que c'est un élément très important que vous évoquez, parce qu'il est vrai que sa position privilégiée, si j'ose dire, de commandeur des croyants, est une position qui lui permet d'avoir une position, un propos et encore une fois une vision sur une évolution que peut avoir une religion, ce que d'autres ne peuvent pas forcément mettre de la même manière ou seraient combattus dans d'autres pays sur des idées pas forcément acceptées. Sa Majesté a ce bonheur de pouvoir le faire et il le fait. Le fait d'avoir des prédicatrices aujourd'hui, donc la déclinaison féminin, pas beaucoup de pays peuvent le faire. Il a pu le mettre en place. J'en parlais tout à l'heure par rapport à l'humain. La place de la femme au Maroc a pu évoluer aussi grâce à cette position, tenant compte de la religion malgré tout. Donc il a cette possibilité d'articuler cette importante dimension cultuelle qu'a le Maroc, de l'imposer à l'intérieur, mais aussi de le faire rayonner à l'extérieur, notamment dans le monde musulman, mais pas que. Et je crois que ça, c'est un atout, y compris dans l'Union africaine, très important, parce que ça dessine aussi l'avenir. On parle d'éducation, mais ça fait partie, c'est un des volets éducatifs qui fait qu'on peut imprégner auprès des populations et dans leur évolution une perspective qui intègre les éléments qui sont importants pour l'individu en tant que tel, qu'il soit plus ou moins croyant, peu importe. Je veux dire, ça s'intègre, ce côté culturel s'intègre dans le culturel. Et le roi a cette chance. Ce sera la conclusion de Merci. votre intervention. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Professeur Eid, chers téléspectateurs, pour ma part, je serai vraiment ravi de vous retrouver dans une semaine pour une prochaine émission Europe-Afrique sur Média TV.